Allez, on attaque la deuxième partie de ce cours. Il y en aura 4, vous le savez. Là, c'est la deuxième partie, épisode 2. Il y a un quiz à ouvrir. Absolument, il y a un quiz à ouvrir à côté que vous pouvez faire pendant le cours. Ça, vous le validez. Alors, le NPS que vous avez rempli sur le premier quiz, conseillez à quelqu'un de regarder ce cours de marketing digital. Il y a eu 74% de réponses 9-10, 6% de réponses 7-8, dont on ne tient pas compte, et 6% de réponses 0 à 6. Donc, ça fait 74 moins 6, le cours a un NPS de 68. Peut-être je vais faire mieux cet après-midi. 68 de NPS. Donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr, si on fait la moyenne, elle va être à 9,2. Donc, la moyenne, vous comprenez, c'est ce qu'on appelle un vanity metrics. La moyenne, c'est pour se glorifier d'avoir 9. Je n'ai pas fait la moyenne, mais globalement, elle va être à ces eaux-là. 9,2 de moyenne, c'est bien. 68 de NPS. Tout de suite, on prend un peu d'humilité. Vous allez continuer à faire du tricot tout le cours? Ça te dérange? Non, ça m'amuse. Ok. Pardon. Donc, deuxième partie. C'est un peu brutal. C'est un peu rude. Deuxième partie du cours. On parle de new business, on parle d'innovation et on parle principalement de plateformisation. Et aussi, bien sûr, de business models. Voilà, épisode 2. On est là plus proche des matières que vous avez l'habitude de gérer. Donc, innovation. Je peux fermer la porte tout au fond, s'il vous plaît. Innovation. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça vous êtes plus habitué à gérer ça. Mais je voudrais vous montrer une facette de l'innovation que vous ne connaissez pas. On va faire un peu de recul, un peu d'histoire. J'ai cru comprendre que vous aviez un cas sur les montres. Donc, voilà une des plus belles montres du monde. C'est la Royal Oak de chez Audemars Piguet. Les spécialistes disent AP, pour Audemars Piguet, donc de chez AP, la Audemars Piguet en 72. Et cette montre est une énorme innovation. Pourquoi c'est une énorme innovation? Parce qu'elle n'a rien d'innovant. Il y avait des montres à bracelet avant 72, il y avait des montres en acier avant 72, il y avait des montres avec des vis visibles avant 72, mais celle-ci précisément, et encore aujourd'hui, celle-là est quasiment introuvable. Elle vaut dans les 25 000 euros. Celle-là, c'est le modèle de base de Royal Oak en acier. Mais elle est introuvable. Si vous la trouvez, vous la vendez demain 35, enfin 10 000, 15 000 euros de plus. Pourquoi c'est une innovation? Eh bien, c'est une innovation parce qu'elle a été designée par un monsieur qui s'appelle Genta, qui après est allé travailler chez Patek Philippe, qui ont les Nautilus et les Aquanautes. C'est lui qui a dessiné toutes ces montres-là. Donc, il dessine cette montre. Et attention, l'innovation réside dans quelque chose qui peut-être va vous dégoûter, peut-être va vous étonner, peut-être va être une révélation pour vous. C'est la première montre en acier plus chère qu'une montre en or. Et c'est ça l'innovation. C'est la première montre complètement en acier. Les Rolex existaient encore avant ça. Hein. C'est la première montre 100% en acier avec des vis visibles. Bon, le fond est guilloché, un peu travaillé. C'est la première montre en acier qui est plus chère qu'une montre avec le bracelet en crocodile, comme on faisait à l'époque, et en végétal, comme on fait aujourd'hui, en cuir, avec une lunette en acier, avec un vrai mouvement horloger. C'est la première montre en acier qui est plus chère qu'une montre en or. Et c'est là, peut-être que vous ne serez pas d'accord de dire que c'est une innovation, mais c'est là que réside l'innovation, d'avoir réussi à faire une montre qui soit tellement chic, tellement belle, tellement bien finie, tellement précise, que bien qu'en acier, elle est plus chère qu'une montre en or. Donc voilà ce que je voudrais vous mettre en tête quand on va commencer à parler d'innovation, parce que maintenant, on va commencer à parler de nouvelles technologies, mais vous voyez bien que là, il n'y a rien de nouvelles technologies, il n'y a rien de spécialement innovant, et Audemars Piguet, une des seules maisons de montres encore indépendantes, Audemars Piguet, aujourd'hui, fait 50% de ses ventes sur la Royal Oak. Alors, avec des complications, ça c'est la plus simple du catalogue, avec des complications, avec des
des secondes, avec un chrono, avec du GMT, avec une sonnerie, avec plein de choses, avec même un tourbillon. Vous avez plein de Royal Oak différentes, mais la plus célèbre d'entre elles date de 72. Et ça reste aujourd'hui encore un des best-sellers de chez Audemars Piguet. Ça, c'est un genre d'innovation. Peut-être que je ne serais pas d'accord pour dire que ça en est, mais effectivement, ça en est bien. Revenons toujours pareil un petit peu en arrière avant de plonger sur le quantique, sur le futur, sur les frontières, technologies frontières, comme on dit, qui rappelle des révolutions euh, agricoles, révolutions industrielles, la tertiarisation, aujourd'hui la digitalisation. Comment toutes ces révolutions culturelles sont-elles advenues? Ben, c'est ce que je vous disais ce matin. Une révolution, une transformation arrive parce qu'une technologie nous permet de la mettre en œuvre. Donc, quand le moteur à explosion est arrivé, quand les moteurs à vapeur sont arrivés, on s'est dit, bah, tiens, maintenant, on peut remplacer la force animale, on peut remplacer la force musculaire humaine par un moteur, et c'est donc la première révolution industrielle. Grâce à la vapeur, on a pu faire tourner des moulins plutôt qu'avec le vent, plutôt qu'avec la force des animaux. Et puis après, l'électricité arrive, donc on se dit, bah, tiens, avec l'électricité, on peut faire telle et telle chose. Et puis, troisième révolution industrielle. Alors, il y a des querelles de spécialistes disant, est-ce qu'on en est à la troisième révolution industrielle ou à la quatrième? Je vous laisse décider si vous préférez diviser les NBIC, je vais parler en un ou deux. Pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui avec l'IA, qui est quand même une très grosse révolution industrielle, c'est la suite de ce qu'on a commencé à vivre en 90 avec l'informatisation et avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des emails. D'autres préfèrent dire non, il y a une vraie coupure. Est-ce que la coupure, c'est 2007, l'arrivée de l'iPhone? Est-ce que la coupure, c'est 2015, l'arrivée du cloud? Est-ce que chacun met la coupure où il veut? De mon point de vue, mais je ne vous invite pas à me suivre, hein, de mon point de vue, pour moi, c'est cette même révolution de l'informatisation croissante et de la loi de Moore qui nous dit que tous les 18 mois, l'informatique double à prix constant, ou le prix de l'informatique est divisé par deux tous les 18 mois. Donc, ça nous permet de voir arriver là ces fameuses NBIC. Donc, j'en ai déjà parlé, on va les détailler un petit peu, mais juste avant de les détailler, je voudrais vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, et c'est très important dans les moments que nous vivons avec l'IA, qu'est-ce qui se passe lorsque une révolution industrielle ou une révolution culturelle arrive? Et vous avez deux visions. Une vision de Michel Serres, je ne vais pas présenter la personne, mais sa vision est une vision plutôt humaniste et qui dit, quand l'homme a inventé l'écriture en moins 3000, au milieu de la Mésopotamie, dans les villes de Ougoud ou de Babylone, quand l'écriture cunéiforme a été inventée, les gens ne se sont pas arrêtés de parler. Ils ont continué à parler et en plus, ils ont écrit. Et quand Gutenberg invente l'imprimerie en 1455 et qu'il imprime les Bibles, c'est pas parce que les gens avaient des ouvrages imprimés qu'ils se sont arrêtés d'écrire. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a les NBIC qu'on va arrêter de lire des livres écrits, qu'on va arrêter de parler et qu'on va, même si certains scrollent beaucoup trop longtemps par jour, et qu'on va arrêter de se parler. Et donc, la vision de Michel Serres, c'est une vision qui consiste à dire chaque révolution est améliorative. On utilise ces nouvelles révolutions pour remplacer un travail qu'on faisait auparavant, et c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui avec l'IA. Vous n'avez pas arrêté de réfléchir parce que l'IA est là, simplement, vous utilisez l'IA parce qu'elle est là, pour vous aider à bâtir un plan, pour vous aider à trouver des idées, pour vous aider à faire ceci, mais vous ne faites pas, j'espère, des copier-coller directs de l'IA dans les réponses en disant, je fais copier-coller. Votre rôle ne se limite pas à un copier-coller. Vous utilisez l'IA comme dans le temps, on utilisait une calculatrice, comme avant, on utilisait Excel. Aujourd'hui, on utilise calculatrice, Excel et IA. C'est juste une calculatrice du cerveau qui nous aide à mieux réfléchir. Donc ça, c'est la vision de Michel Serres. Puis vous avez, et puis vous choisirez la vision que vous voulez, hein. Et puis vous avez une autre vision qui est schumpeterienne. Schumpeterienne, c'est lui qui a dit la destruction créatrice, qui dit que une révolution qui arrive, une innovation qui arrive, détruit ce qu'il y avait précédemment. Donc l'électricité a détruit la vapeur. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de machines à vapeur, même si une centrale nucléaire, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, ce n'est qu'une machine à vapeur, mais passons le détail de la centrale nucléaire. L'électricité a détruit la vapeur,
les NBIC peuvent très bien détruire l'électricité. Et donc, selon un Luc Ferry ou selon un Schumpeter ou selon un Peter Thiel, toutes ces personnes qui sont des personnes qui pensent que l'innovation va détruire des choses, on arrive à un résultat qui dit que l'IA va détruire des postes. Alors que, à mon avis, je dis bien l'IA va détruire des emplois, l'IA va détruire des postes. Ça, c'est la vision Luc Ferry, Schumpeter. Mon avis sur l'IA, c'est que l'IA va détruire des tâches qu'on faisait et qu'on ne fait plus, parce que l'IA n'est plus pour nous, mais l'IA ne va pas remplacer les projets, les méthodes de projet et les chefs de projet, et l'IA ne va pas remplacer les emplois. Elle va augmenter les emplois, et une personne qui faisait, moi je fais beaucoup de code, et le vibe coding, pour ceux qui connaissent, une personne qui faisait 100 lignes de code par jour, aujourd'hui avec l'IA, elle peut en faire 1000. Mais ça ne remplacera pas la personne qui prompte l'IA, qui donne l'idée, qui check, et après, parce que l'IA, elle ne sait pas faire ça, et qui après intègre le code qui a été fabriqué par l'IA au bon endroit pour aller dans la technical stack qu'on a bâti. Parce que ce n'est pas l'IA qui va fabriquer, qui va réserver le site Internet, qui va ouvrir le FTP, enfin pour ceux qui connaissent tout ça, qui va tout faire. L'IA, elle peut juste fabriquer un site, mais après le site, il faut le mettre quelque part pour que les gens le voient. Et donc, il va falloir ouvrir un accès, il va falloir créer un FTP, il va falloir avoir un serveur Ubuntu ou n'importe quoi pour pouvoir poser ces lignes de code à l'endroit qui va bien. Ça, pour l'instant, l'IA, c'est pas trop le faire, même si avec d'autres systèmes, notamment Vibe Coding, elle est capable de le faire. Mais bon, voilà deux visions. Une vision qui est améliorative, qui est incrémentielle, qui dit que l'IA ne va pas nous tuer, et une vision qui est plutôt inquiétante, qui dit que l'IA peut nous remplacer, notamment quand on arrivera, on verra tout à l'heure, à l'AGI, d'autres joyeusetés qui nous attendent. Alors, regardons en détail ces NBIC, qu'on peut appeler aussi NAT, New Age Technology, qu'on peut aussi appeler pour les plus avancés des Frontier Technologies. Il n'y a pas de traduction en français de Frontier Technology, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est les technologies les plus avancées du monde qu'on connaît à peine, alors surtout moi, que je ne connais pas du tout, je ne connais que les noms et les possibilités qu'elles donnent, ce n'est pas du tout ma spécialité. Donc voilà, pas toutes, mais une partie des NBIC. Et mon discours est de vous dire que, quelle que soit la boîte dans laquelle vous êtes, que ce soit pour l'interne de l'entreprise ou que ce soit pour les produits que vous produisez, cette dichotomie doit vous rappeler quelque chose qu'on a vu tout à l'heure dans la transformation digitale. Il y a moyen, ce sera une des questions du workshop numéro 2 que vous ferez tout à l'heure, il y a moyen d'utiliser non pas une des technologies qui est au tableau, parce que là, s'il suffit d'utiliser une des technologies qui est au tableau, moi je prends l'IoT, je mets un capteur de lumière dans le hall d'entrée de l'entreprise, et ça y est, on a utilisé les NBI, c'est fini. Non, moi ce que je prétends, c'est que, quelle que soit votre entreprise, vous êtes capable d'utiliser du N, nanotechnologie, du B, des biotechnologies, avec une magnifique biotechnologie qui s'appelle le biomimétisme. Et le biomimétisme, c'est l'art d'imiter la nature, la terre, dans l'entreprise. L'art d'imiter les animaux dans les fonctionnements de ce qu'on a en entreprise. Alors, j'ai des centaines d'exemples. Je ne vous les ai pas mis parce qu'on n'est pas sur un cours sur le biomimétisme, mais il y a des centaines d'exemples de biomimétisme, aussi bien pour des ailes d'avion qui imitent le colibri, aussi bien pour des casques de moto qui imitent le pivert, aussi bien pour l'axolote, je ne sais pas si vous connaissez ce petit poisson, il peut vivre 400 ans et se régénérer. Il est dans un lac du Mexique et on est en train de l'exterminer plutôt que de regarder comment il fonctionne, parce que si ça se trouve dans l'axolote, il y a tous les médicaments du monde. Il suffirait de comprendre comment l'axolote vit si longtemps et comment il régénère ses membres pour peut-être avoir un médicament universel. Alors bien sûr, je ne fais que des suppositions. Je suis loin d'avoir les capacités de comprendre tout ce qui est possible, mais néanmoins, c'est intéressant de parler de ce genre de choses, tout comme le blob. Je ne sais pas si vous connaissez le Physarum polycéphalum, cette espèce de blob qui est un organisme unicellulaire. Donc,
écoutez bien, un organisme unicellulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main. Il est unicellulaire. Il n'y a qu'une cellule qui se reproduit. Il est capable d'inventer des réseaux que les plus grands ordinateurs ne pourraient pas inventer. Donc, on peut se servir du blob pour déterminer un tas d'optimisations de tournées, un tas d'optimisations de... Vous savez qu'il y a un gros débat sur le câble marin, l'Internet qui passe par les câbles marins. On pourrait demander au blob, donc cet organisme unicellulaire sans cerveau, de nous faire le schéma du meilleur tracé de câbles sous-marins pour limiter le nombre de câbles, pour limiter les distances, pour accroître la vitesse, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'intéresser à tout ça. Et donc, tout ça, c'est du biomimétisme. Et je ne parle pas des biotechnologies et de tout ce que, tous les vaccins qu'on peut trouver grâce à tout ça, et des cartes de génome qui vont nous aider peut-être à éradiquer plein de maladies, sans faire d'eugénisme, bien sûr. Autant là, vous voyez, en biomédical, il y a une véritable réglementation mondiale et on ne peut pas faire n'importe quoi sur un fœtus humain, ce qui est 100% logique. Hein. La médecine permettrait de choisir le sexe d'un enfant dès le 3e jour, mais la médecine le permet, mais l'éthique l'interdit. Il y a un code de déontologie. On n'a pas le droit de donner le sexe d'un enfant. On n'a pas le droit de faire, sauf pour certaines maladies très très graves, on n'a pas le droit d'examiner le chromosome, c'est ça, le DNA, l'ADN. On n'a pas le droit d'utiliser, d'analyser l'ADN d'un fœtus et de dire, voilà, il sera petit, il sera grand, il sera fort QI, petit QI, comme si on n'a pas le droit. On sait le faire, mais on n'a pas le droit de le faire. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans l'IA. Dans l'IA, il n'y a pas une règle mondiale qui dit, alors ça, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que l'IA entraînée avec un drone et une mitraillette au bout du drone, est-ce qu'on peut donner à une IA le droit d'aller voler quelque part avec un drone et de tuer des gens? Aujourd'hui, ça se fait pas, je ne suis pas assez informé pour vous le dire. Techniquement, c'est possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un code mondial de l'IA en disant l'IA toute seule n'a pas le droit d'ôter une vie humaine, que ce soit un terroriste, un soldat, un civil ou n'importe qui, ça n'est pas possible. Je n'ai pas la réponse, bien sûr, parce que c'est des questions qui me dépassent largement. Mais ce qui existe en biomédecine, en biomédical, ça n'existe pas en IA et ça manque d'avoir un code de l'IA qui donne les limites de l'IA. Il y a eu les lois d'Asimov, peut-être que vous les connaissez, 3 lois d'Asimov qui sont très simples, mais qui étaient pour les robots dans les années 50, mais qui sont beaucoup trop simples pour l'IA, qui permet de faire des choses beaucoup complexes. Donc, on peut s'inspirer, vous voyez, pour améliorer l'IA, on peut s'inspirer des bioéthiques. C'est ça le biomimétisme, on s'inspire de quelque chose pour améliorer autre chose. Bien sûr, l'informatique, ce n'est pas la peine que je dise à quel point l'informatique peut être utilisée avec de Industrial Internet of Things, donc des objets connectés, avec du 3D printing ou de la fabrication additive. Aujourd'hui, le réacteur le plus moderne du monde, c'est celui d'Elon Musk, sur ses fusées Falcon 9 et sur son Starship. C'est des Merlin Engine. Vous voyez le Merlin number 1. Je pense que je n'ai pas mis les photos ici, donc je me trompe. Ah si, je les ai mises. Voilà, le Merlin number 1. Vous voyez, il est plein de tuyaux dans tous les sens, la folie. Le 2, il est un peu plus simplifié. Et le 3, qui est utilisé aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Comment il fait ça? Alors que moi, je connais personnellement le plus gros fabricant d'avions, de moteurs comme ça au monde. Il me dit, ça, c'est totalement impossible. Ça n'existe pas. Comment il le fait? Ben, il le fait parce qu'il utilise non plus des tuyaux et de l'acier, il utilise de l'acier liquide pour faire de la fabrication additive. Et cette espèce, je dis n'importe quoi, cette espèce de tuyau que vous voyez là, il est inséré à l'intérieur de l'acier ici, coulé dans la matière, et donc Elon Musk et SpaceX sont capables de fabriquer des moteurs comme ça, à la chaîne, H24,
par des imprimantes 3D, excusez-moi de la simplicité de ce que je vous dis, mais c'est ça, par des imprimantes 3D qui font de la fabrication additive, qui n'ont bien sûr pas un filament en plastique, faire des gadgets, qui ont de l'acier liquide à l'intérieur, et ils impriment en 3D des moteurs, et toute la complexité qui est à l'extérieur et qui fait les risques des moteurs sont inclus à l'intérieur de quelque chose que aucun être humain ne sait fabriquer à la main, parce que personne ne sait, à l'intérieur de ce machin-là, mettre tous les tuyaux qui sont là-bas. Donc, la fabrication additive, l'exemple est intéressant, la fabrication additive que vous avez ici, 3D printing ou fabrication additive, c'est la même chose, ça permet de faire des choses absolument dingues. Et on continue avec la blockchain. Alors moi, je suis un grand fan de la blockchain et des crypto-monnaies, avec l'informatique quantique, avec l'algorithmique, avec le jumeau numérique. Et toutes les personnes qui sont sceptiques là-dessus et qui veulent faire arrêter l'IA en disant « Oh, ça va faire cramer la planète », 4%, je me rappelle ce matin, et deuxièmement, tout ça ne sert à rien, j'aimerais bien aller voir ces gens-là le jour où on leur dira « Ah, vous avez cette maladie, si on avait eu l'IA, on aurait le virus. Là, vous nous avez arrêté sur l'IA, donc là, désolé, à taille humaine, il nous faut 10 ans pour développer le virus. Si on avait eu l'IA, c'était 1 an, vous étiez sauvé. » Est-ce que vous préférez être opéré par un médecin qui s'est entraîné sur votre corps, pardon, sur le jumeau numérique de votre corps, et qui a fait l'intervention qu'il va vous faire, qui est une intervention, admettons, très compliquée. Il s'est entraîné 3 fois sur le jumeau numérique de votre corps, et 2 fois, il a raté le truc, et la 3e fois, il a réussi parce qu'il a fait quelque chose, ou vous préférez qu'on vous dise, ah ben non, il n'y a pas de jumeau numérique, donc on va vous opérer, ben on y va un peu, allez, on y va ouais, au génie, à l'instinct, à l'aveugle, allez go. Moi, je préfère qu'il s'entraîne sur un jumeau numérique. Et le jumeau numérique, c'est typiquement quelque chose qui est fabriqué par l'IA, qui va scanner votre corps, enfin la partie à opérer, qui va scanner votre corps et qui va donner au médecin un jumeau numérique de votre corps, et en 3D et en métavers, il va s'entraîner à vous enlever ce qui ne va pas, et il va se planter 1 fois, 2 fois, et puis quand il aura réussi 3 fois, ben, il aura le droit de enfin vous ouvrir le crâne, le genou ou n'importe quoi. Donc, c'est à ça que sert le jumeau numérique, et bien sûr, à plein d'autres choses qui vont nous éviter de scratcher des voitures, de scratcher des avions, juste pour voir s'ils résistent. Il vaut mieux scratcher le jumeau numérique pour voir s'il. Et puis, dernier point des NBIC, le cognitif, avec bien sûr au premier chef du cognitif, toute l'IA. Je ne vais pas vous détailler toute l'IA, je ferai un petit point sur l'IA tout à l'heure, assez rapide parce que je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA. Avec du ML, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le machine learning, des RAG, qui sont des mini-apports que l'on fait à l'IA pour qu'elle puisse réfléchir sur nos données et pas les données de l'IA en général. Si vous êtes une entreprise et que vous avez 500 fiches produits et 500 modes d'emploi, ben vous faites un RAG de tout ça. C'est ni plus ni moins qu'un dossier avec tous les PDF à l'intérieur, et vous donnez à votre IA, un peu comme vous le faites sur LM Notebook, vous donnez à votre IA les 500 documents, et ça s'appelle un RAG. Vous nourrissez votre IA de vos 500 documents et vous dites, avant d'aller chercher au bout du monde des réponses, commence par examiner le RAG que je t'ai donné, et ça ira mieux. Bien sûr, SGE, GEO, on le verra au prochain cours, c'est du Generative Engine Optimization. Donc, vous imaginez ce que c'est que le Generative Engine Optimization. Dites bien engine, c'est bien engine, ça ne se prononce pas autrement. Generative Engine Optimization, c'est comment faire apparaître Grenoble École de Management dans OpenAI quand on demande quelle est la meilleure école de commerce de France. Comment faire pour que Grenoble École de Management soit citée? Ça s'appelle du GEO, Generative Engine Optimization. Ça s'appelle aussi du AEO, Answer Engine Optimization. Ce sera l'objet du prochain cours qu'on fera à distance jeudi. AEO, GEO, SEO et tout le. Et j'ai laissé pour la fin le IOB, Internet of Behavior. Vous êtes prêts? C'est un peu compliqué. L'Internet des comportements. Imaginez que la ville de Grenoble
de manière complètement anonyme, hein, soient branchés sur tous vos IoT. Vous avez des IoT, un téléphone, un ordinateur, mais aussi les lampes de chez vous. Pourquoi pas votre brosse à dents est connectée? Pourquoi pas votre théière? Pourquoi pas votre chauffage? Pourquoi pas les ampoules de votre maison sont connectées? Et imaginez que la ville de Grenoble puisse lire, de manière anonyme, bien sûr, toutes ces informations. Qu'est-ce qui se passe quand je m'aperçois qu'un mardi matin, demain matin, tout le monde dort une demi-heure de plus? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a eu un match de foot, peut-être il y a eu un match de hockey, peut-être il y a eu une fête, quelque chose, mais tous les gens d'un quartier dorment une demi-heure de plus. Je le sais, puisque les lumières ne sont pas allumées, les brosses à dents ne sont pas branchées, et la cafetière n'est pas en route. Donc, certainement qu'ils dorment. Ils sont morts, mais on va plutôt dire qu'ils dorment. Donc, c'est là que je déduis, écoutez-moi bien, c'est là que je déduis de l'IoT un IOB, Internet of Behavior, les comportements, et je me dis, mes concitoyens dorment une demi-heure de plus. Donc, je vais ralentir le trafic des bus, parce que ça ne sert à rien de mettre plein de bus dans la rue quand les gens sont au lit. Ils ne vont pas le prendre. Donc, je vais ralentir d'une demi-heure mon service de bus. De la même manière, là, il est quelle heure? Il est 15h15. Il y a des chances que sur une ligne de bus à Grenoble, il part du terminus, il est vide, il n'y a que 2 personnes à 2 arrêts, et le bus, il va faire tout le trajet pour juste 2 personnes à 2 arrêts. Si moi, avec mes objets connectés, je vois ça, j'en déduis un comportement et je leur offre un Uber. Ça me coûtera bien moins cher d'envoyer un Uber à l'arrêt de bus numéro 3 et à l'arrêt de bus numéro 7 en disant à la personne, c'est payé par la ville de Grenoble, vous montez dedans, je vous dépose où vous allez. Ça me coûte bien moins cher d'envoyer 2 Uber à 14 balles que de payer un chauffeur de bus et de consommer tout le gasoil du bus pour traverser toute la ville pour 2 personnes. Et c'est ça le IOB, Internet of Behavior. C'est en utilisant les données des objets connectés, j'ai des infos sur le comportement des gens. Alors attention, 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 attention. Si on se met à connecter nos petites Apple Watch, qui sont de véritables centres médicaux, et toutes les montres connectées qui existent, plus les balances connectées, regardez ce que fait la marque WeThings, qui est une marque française qui a été vendue à Nokia, puis rachetée de Nokia par son propriétaire et qui est maintenant gérée par les enfants du propriétaire. Ils ont des balances connectées où vous tenez un truc et qui, en 10 minutes, vous font un scan complet du corps pour le taux de graisse, le taux de ceci, le taux de cela, et avoir une vision complète de votre corps et de la santé de votre corps. Ils ont un petit produit qui s'appelle YouScan, c'est plus joli de le dire en anglais qu'en français, c'est UScan en français, et ça scanne l'urine. Bon, donc on le met dans les chiottes, on pisse dessus, enfin, et il sait si c'est papa, si c'est maman, si c'est un ami, si c'est le grand frère, si c'est quelqu'un. Et en analysant l'urine, il est capable de savoir si vous êtes malade avant même que vous vous en rendiez compte vous. C'est donc une analyse d'urine tous les jours. UScan, vous pouvez voir, UScan chez WeThings, et ils ont encore plein d'autres sujets. Imaginons qu'on connecte tous ces objets de la santé. On a une vue très précise de l'état de santé de la population grenobloise. Du coup, on peut prévoir des lits supplémentaires en pneumonie, au contraire, moins de lits en cardiologie. On est à même de gérer une population de manière beaucoup plus intéressante et on est capable aussi de proposer, comme ça se fait beaucoup au Brésil, certaines villes qui s'aperçoivent que leur population est en mauvaise santé offrent des abonnements, c'est gratuit, aux salles de sport en disant on vous rémunère si vous venez à la salle de sport. Donc les Brésiliens qui ne sont pas tous très riches, le SMIC est à 200 euros, pour rappel au Brésil, ils se disent si je peux gagner 10 balles en allant à la salle de sport tous les jours pendant un mois, vas-y, j'y vais tous les jours pendant un mois. Résultat des courses, sans jeu de mots, il marche un peu sur le tapis de marche, il soulève 3 trucs, mais il perd 1 kilo en un mois, ce qui réussit à ne pas encombrer des services d'urgence. C'est ça le IOB, Internet of Behavior. En connectant suffisamment d'objets, j'ai une information qui me permet de prendre des décisions qui peuvent économiser à l'échelle d'une ville des millions, à l'échelle d'un pays des milliards. Maintenant, est-ce que vous serez
d'accord pour connecter ça à vos assureurs. Vous êtes tous en alternance, vous payez tous une mutuelle, 200 balles par mois à peu près. Vous l'avez très très peu utilisé, parce que vous êtes la cible qui utilise que dalle. Je me trompe en disant 200 balles par mois? C'est plus 20, D'accord, ok. 50. Parce que vous êtes alternant alors. Non, mais ça dépend si on la prend avec l'entreprise. L'entreprise elle prend une part. Au total, ça doit représenter ça qui est payé à la complémentaire, mais l'entreprise, elle en prend à peu près les trois quarts, on va dire. D'accord, c'est environ 200 balles. Mais vous utilisez très très peu de ces 200 balles. Et puis, quelqu'un qui a 10 ans de plus que vous avec 2 enfants, bah, il est tous les jours chez le pédiatre, tous les jours chez le dentiste. Et est-ce que vous accepteriez on vous connecte à des objets et qu'on vous fasse une assurance santé en fonction de votre poids, votre exercice physique, et qu'on vous dise, t'as pas assez couru ce mois-ci, si tu cours pas plus, c'est 10 balles de plus sur ta prime d'assurance le mois prochain. Est-ce qu'on est prêt à ça? Je ne dis pas que je suis prêt, je dis juste, je vous pose des questions. Si vous achetez une Tesla au Texas, vous achetez la Tesla, 30 000 $, recharge gratuite à vie sur toutes les bornes Tesla. Donc, vous ne payez plus jamais d'électricité chez vous, vous ne payez plus de carburant. À chaque fois que vous rechargez sur une Tesla, la recharge est gratuite et l'assurance est comprise. Parce que Tesla, c'est exactement comment vous conduisez et elle vous assure pour 1 $ par mois. Donc, j'ai l'assurance comprise, c'est 12 $ par an. Et vous avez une assurance pour 12 $ par an. Si vous commencez à rouler un peu vite, à prendre des virages un peu, à faire un peu de trucs, Tesla vous rappelle, on est là pour vous, l'assurance, elle est plus gratuite. C'est sous réserve d'être un bon conducteur. C'est même pas la peine de mentir et de me dire que vous conduisez pas mal. Je le sais, il y a 8 caméras dans une Tesla et on sait exactement comment vous conduisez. Il y a des accéléromètres, on sait exactement ce que vous faites. Et donc, hop, si vous conduisez mal, eh ben, on sort de l'assurance Tesla et vous payez 200, 300 balles d'assurance. Est-ce que, donc c'est typiquement de l'IoB, de l'Internet of Behavior, grâce aux IoT, qui sont les capteurs à l'intérieur d'une voiture. Est-ce que vous accepteriez de ne pas payer d'essence dans une voiture et de ne pas payer d'assurance en échange d'être observé, c'est ça hein, le deal, en échange d'être observé sur votre comportement routier. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste, voilà, c'est les deals qu'on va vous proposer humains grâce à tout ça. Et après, encore une fois, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. On peut aussi rouler dans une voiture normale qui n'est pas une Tesla. Donc, le travail que vous aurez à faire tout à l'heure, c'est comment intégrer les NBIT et pourquoi pas derrière les NAT, donc les New Edge Technology. Alors là, New Edge Technology, on arrive sur du robot, on arrive sur de la blockchain, on arrive sur des drones, on arrive sur des choses un peu plus, encore plus sophistiquées. Et la question du workshop suivant, c'est comment est-ce que vous allez réussir à intégrer tout ça à l'intérieur des produits d'entreprise? Donc, dans les groupes, encore une fois, vous pouvez changer de groupe. Si le groupe 1, vous préférez vous diviser en deux, être avec d'autres personnes, on peut refaire des nouveaux groupes. Vous n'êtes pas scotché dans vos groupes. On peut défaire des groupes, ça ne pose aucun problème. Vous choisissez une entreprise du groupe avec des produits et vous allez pouvoir dire comment vous intégrez telle ou telle ou telle technologie à l'intérieur de vos produits. Et on arrive aux pervasions. Alors, une pervasion, c'est extrêmement simple. Vous en avez vécu au moins 2. Non, ça pourrait être ça, mais ce n'est pas ça. C'est pas loin, mais ce n'est pas ça. Donc, c'est une invasion de technologie. Et vous voyez les traits de crayon au tableau, ce n'est pas des traits de crayon au hasard, c'est la vitesse avec laquelle certaines innovations ont été adoptées. La dernière pervasion que vous avez connue, novembre 2022, OpenAI, que je connais moi depuis 2018 et que j'utilise depuis 2018, OpenAI lance ChatGPT. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien ce truc-là. Moi, je l'utilise déjà autrement, donc ça ne sert à rien. Mais pervasion, et pervasion, ça veut dire 100 millions de personnes en un mois
ont utilisé ChatGPT. La pervasion précédente, c'était TikTok, qui a atteint 100 millions de personnes, mais pas en un mois, en plutôt un an. Et la pervasion précédente, c'était 2007, l'introduction de l'iPhone et des smartphones sans clavier. Et là, on a atteint les 100 millions de personnes en 3 ans. Donc la pervasion, et vous voyez, quand on fait une pervasion et qu'on commence en 90, par exemple, ben, il faut un certain temps pour que la courbe atteigne le 80% de la population. Quand on est ici, vous voyez, les courbes, elles sont carrément droites. Si on devait dessiner la courbe de ChatGPT, novembre 22, 0, décembre 22, 100 millions. Donc, c'est même plus une courbe. C'est une droite qui monte. C'est une droite qui monte. On appelle ça un stick de hockey. En français, c'est moche. Une crosse de hockey. En anglais, c'est hockey stick. Donc, c'est une courbe en crosse de hockey. C'est-à-dire qu'elle est plate au début, parce que personne ne connaît. Et tout d'un coup, elle monte en ligne droite. C'est même pas une exponentielle, parce que ça monte en ligne droite directe. Donc, la pervasion, c'est une invasion par la technologie qui atteint 80%, parce qu'on parlait du tam, sam, som tout à l'heure, qui atteint 80% du somme très rapidement. Alors, le très rapidement, si on prend le XXe siècle, par exemple, la télévision, avant d'atteindre 80% des foyers, je ne connais pas le vrai chiffre, mais il a fallu sûrement 10 ou 15 ans pour que la télévision atteigne 85% des foyers. Et si on prend encore avant la télévision, le réfrigérateur, peut-être c'est 20 ans pour que 80% des foyers aient un réfrigérateur. Et bien sûr, aujourd'hui, plus on avance avec la technologie, avec le digital, plus les pervasions sont fortes. Et une des questions du quiz, c'est quelle sera la prochaine pervasion après, donc la dernière qu'on ait connue, c'est celle de l'IA en novembre 22. Qu'est-ce qu'on va avoir en 26 comme pervasion qui va tout d'un coup faire 100 millions de personnes battre OpenAI? Ce ne sera pas en un mois, ce sera en 3 semaines. Qu'est-ce qui peut faire que 100 millions de personnes adoptent un truc en 3 semaines? 2026. Non, 2026, 2027, 2028, ça peut être. Il n'y a pas de date précise. Donc, ces pervasions, c'est bien sûr l'arrivée de technologies qui nous changent nos habitudes. Et là-dedans, il y a forcément des technologies, il n'y en a qu'une qui est un jeu de mots, mais il y a une étoile, il y a forcément une technologie qui impacte directement votre entreprise. Ça veut dire qu'il y a forcément là-dedans une technologie qui, si une start-up s'en empare et devient meilleure que tout le monde, cette start-up, demain, peut prendre de grosses parts de marché à votre industrie qui est établie, installée depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, ça peut être du Martech, du Greentech, du Biotech, de la FinTech. Vous connaissez tous Jimmy Donaldson? Vous connaissez Jimmy Donaldson juste, vous ne savez pas qu'il s'appelle Jimmy Donaldson. C'est MrBeast. MrBeast, il lance une banque. Donc une banque, c'est de la FinTech. Je viens à ta question. Hein. Je viens à ta question. Il lance une banque, c'est de la FinTech. Je ne sais pas ce qu'il va lancer comme banque, mais il y a de fortes chances que ce soit à la fois crypto plus fiat. Fiat, c'est l'opposé des cryptos. Crypto plus fiat, sans frais, avec du cashback et avec des taux d'intérêt de malade mental. Parce que MrBeast, il aime bien distribuer du bif. Donc, si vous ouvrez un compte sur MrBeast, ce n'est pas dit qu'il ne vous file pas 100 balles tous les mois. Ce n'est pas dit. Hein. Je sais pas, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ce serait aussi un workshop à faire. Que va faire MrBeast avec sa banque? Tu as une question? Ouais, c'est quoi Martech? Martech, marketing technologie. Donc, c'est toutes les technos du marketing qu'on va voir un petit peu ensemble. Toutes les techniques de marketing. Le mobility technology, c'est tout ce qui change les mobilités douces. Trottinette, vélo électrique, voiture une personne, voiture deux personnes, etc. Le PropTech est très intéressant. Property Technology, c'est toutes les technologies liées à l'immobilier. Donc, syndic automatique, gestion collective d'un immeuble, etc., etc. Mais qui dit PropTech dit que vous n'êtes sûrement pas personne ne travaille chez un syndic immobilier. Ce serait une mauvaise pioche, en tout cas, ce n'est pas un boulot très intéressant. Mais
Peut-être que vos entreprises travaillent pour les syndics immobiliers. Si vous êtes si vous êtes un ascensuriste, c'est le syndic immobilier qui vous dit ah, il faut réparer l'ascenseur de la cage 12B, il faut réparer ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans la PropTech, c'est une très bonne introduction à l'IA, au MCP et à d'autres technologies extrêmement intéressantes. Vous connaissez tous le B2B, B2C, ce n'est pas la peine d'en parler. Est-ce que vous connaissez le B2G, Business to Government? C'est tous les appels d'offres officiels d'écoles, mairies, hôpitaux, mairies, ministères auxquels on répond. C'est du business to government, c'est quand vous vendez à l'État. Ah, pas juste l'État français, l'État et toutes ses ramifications. Quand vous vendez des logiciels aux hôpitaux, c'est du B2G, c'est business to government, vous vendez à un gouvernement. Sauf si c'est une clinique privée, là c'est du B2B. Et attention, est-ce que vous connaissez le M2M? Marketing, je suis pas bête, oui, mais c'est pas ça. C'est pire. Non, pas marché. Machine to machine. C'est des machines qui commandent aux machines. Donc regardez en PropTech. En PropTech, je mets un capteur sur l'ascenseur. Quand le capteur détecte que le câble fait moins de, je ne connais rien d'ascenseur, hein, moins de telle résistance, il envoie un message directement à l'ascenseuriste, automatique, en lui demandant de réparer l'ascenseur avant une semaine. Éventuellement, le capteur, il met l'ascenseur à l'arrêt. L'ascenseuriste, il reçoit le bon de commande, il vient faire la réparation, l'ascenseur est à l'arrêt, il répare et il facture. C'est du machine to machine. C'est une machine qui a passé une commande à une machine. C'est ce qu'on a en aviation, je connais bien l'aviation, c'est ce qu'on a en aviation avec de la maintenance prédictive. C'est les capteurs qui nous disent il y a telle pièce qui va lâcher, telle pièce qui va lâcher, telle pièce qui va lâcher. L'avion, il va s'arrêter à Berlin tel jour. Il y a un shop, on appelle un garage dans l'aviation, ça s'appelle un shop. Il y a un shop à Berlin qui a la pièce. Donc, comme il s'arrête à Berlin, on vous conseille de faire 1 heure d'arrêt en plus pour remplacer cette pièce-là. Et après, il va directement à, je ne sais où, à Munich. Et à Munich, il y a un shop qui a la deuxième pièce. Donc, je vous conseille de faire un arrêt de 1 heure de plus. Et donc, les shops reçoivent les bons de commande, les bons de mission. Vous devez changer telle pièce sur tel airplane, sur tel avion qui arrive. Et c'est donc du machine to machine. C'est des machines qui passent des commandes aux machines. Et en PropTech, on y arrive directement. Ouais. Ouais, parce que la machine, elle passe une commande de shop. Le shop, c'est des humains. Oui, mais ça va préparer ça prépare le bon de commande, ça prépare le bon de livraison et ça donne le bon de travail à un humain qui, lui ne va pas vérifier si l'avion a besoin d'une réparation. Il va réparer son truc, après il dit j'ai réparé et la facture part. Donc l'humain n'est qu'un outil utilisé par la machine pour faire le boulot. Ce n'est pas l'humain qui va regarder le câble, qui ah là il faut changer. Il reçoit la mission de changer ce truc-là. Et on pourrait très bien, si on avait des trucs un peu plus sophistiqués, des robots, ça pourrait très bien être un robot qui fait la mission. Legal tech, pour ceux qui bossent dans le juridique, c'est hyper important. Retail tech, aérotech, wine tech, moi j'aime beaucoup le wine tech. Et il n'y a qu'un jeu de mots, EdTech, Education Technology, toutes les techniques qui permettent de faire de l'éducation plus rapide. AdTech, c'est Advertising. Et CalTech, c'est un jeu de mots, ça n'existe pas. C'est juste une école d'ingénieur. Ça nous donne des nouvelles économies. Encore une fois, on ne va pas passer des heures là-dessus, mais toutes ces nouvelles technologies, attention, c'est ça qui est important, toutes ces nouvelles technologies donnent de nouvelles économies qui vont nous donner de nouveaux business models. Et j'ai commencé à en parler un tout petit peu ce matin de ces nouveaux business models avec la servicisation. La servicisation, c'est une question très intelligente qu'on peut se poser. La servicisation consiste à transformer un produit en un service. Avant, Peugeot vendait des voitures. Donc, on allait chez le marchand, on disait bonjour, monsieur le marchand, je voudrais une voiture, voilà 20 000 euros, je donne 20 000 euros et il me donne la voiture. Ça, c'était produit. Maintenant, je vais chez Peugeot et je dis je donne une voiture pour 3 jours. OK, ça fera 500 balles, 200 balles, 50 balles. Je prends la voiture, je m'en sers 2 jours et je la rapporte.
c'est la servicisation d'un produit. Ou mieux encore, si vous connaissez Getaround, j'ouvre Getaround, Getaround me dit il y a 25 voitures disponibles dans les 100 mètres, je vais dans la voiture qui me plaît, je l'ouvre avec un smartphone, je prends les clés, je fais mon truc, c'est 16 € de l'heure, je fais mon déplacement, je replace la voiture, je ferme avec mon smartphone, je fais la vidéo du tour de la voiture et j'ai payé, si j'ai utilisé 1 heure, et j'ai payé 16 € pour utiliser une voiture. Donc ça, c'est la servicisation. Les produits deviennent des services. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est si les produits deviennent des services, alors que doivent devenir des services pour garder la même avancée? Et la réponse est, les services doivent devenir des expériences. C'est un peu compliqué, on s'arrête là. Après la servicisation, il y a eu la disruption. La disruption, c'est les années 2000, quand des jeunes boîtes, comme Facebook par exemple, sont tout d'un coup venues montrer à des vieilles boîtes, comme Saint-Gobain par exemple, qu'en 3 ans, ils avaient autant de valeur que eux. Donc bien sûr, des gens comme Saint-Gobain qui existent depuis 100 ans, ils disent, c'est pas possible qu'une boîte qui a 3 ans et qui fait rien, parce que les réseaux, c'était rien. Facebook, c'était rien, c'était des photos. C'est impossible qu'une boîte qui fait des photos vaille autant que nous qui avons des entrepôts, des usines, 100 000 salariés, des magasins point P, des fabrications de verre, de la roche de machin. C'est impossible qu'une boîte qui fait des photos sur Internet vaille autant que nous. Et bien, c'est ça la disruption. La disruption, c'est quand des monstres industriels se sont aperçus que des petites boîtes valaient plus qu'elles. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Quand Accor, qui a 9000 hôtels dans le monde, vous vous rendez compte, 9000 hôtels, ça fait combien de chambres d'hôtels? 9000 hôtels. Ils ont vendu leurs biens immobiliers, mais à l'époque, ils avaient 9000 hôtels et ils se sont fait dépasser en valorisation par Airbnb, qui avait 0 hôtel, 0 chambre, un siège social, 200 personnes. Et ça, c'est la disruption. Et puis après la disruption est venue l'ubérisation, qui est encore une étape au-dessus. Et puis après la tycoonisation, vous voyez d'où vient tycoonisation. Un tycoon, c'est un géant chinois. Comment les Chinois sont venus tout d'un coup le premier constructeur automobile de voitures électriques? Comment BYD, sans qu'on le voit arriver, caché par le Covid, s'est mis à dépasser Tesla. Déjà, comment Tesla est arrivé là? C'était de l'ubérisation et de la disruption. Tesla était le premier vendeur de voitures automobiles avec 2 millions de véhicules et il s'est fait dépasser par BYD. C'est ce qu'on appelle la tycoonisation. Et BYD fait aujourd'hui 2,2 millions de véhicules électriques par an. Personne ne l'a vu arriver, personne n'a compris comment. Et aujourd'hui, des monstres qu'on connaît tous, Stellantis, l'Alliance Renault, Toyota, tous ces grands noms de l'automobile, Volkswagen et tout, sont dépassés par un Tesla. Donc, je dis, ah, mais Tesla, c'est pas possible, c'est incroyable, jamais un nouveau. Et BYD, même punition, dépassé par BYD. Et toujours pareil, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le suivant? Que si Tesla a décapité l'industrie automobile, BYD a coupé les bras de l'industrie, il leur reste des jambes, mais qui est-ce qui va derrière leur couper les jambes? Je n'ai pas d'idée, mais peut-être vous avez des idées de ce qui peut arriver après BYD. En tout cas, c'est des questions qui hantent les constructeurs automobiles. Ils se disent d'où va venir la prochaine claque qu'on va se prendre? Parce qu'à chaque fois, bien sûr, ils se prennent des claques. Et une des manières d'appréhender cette vision des nouveaux business models, c'est de parler de plateformisation. Alors, la plateformisation, c'est quelque chose d'assez compliqué à bien comprendre, la plateforme économie. Pour bien comprendre la plateforme économie, il faut faire un tout petit peu d'histoire, marcher un tout petit peu en arrière avec c'est quoi une plateforme? Une plateforme, c'est quelqu'un qui investit dans un actif. Là, l'actif, c'est un bateau. Mais l'actif, ça pourrait être un entrepôt. Ou l'actif, ça pourrait être un grand magasin. Donc, quelqu'un qui, avec ses sous, investit dans un actif, un asset en anglais, un bateau, un entrepôt, un data center, et qui dit, les gars, je suis prêt à vous louer des petites parties de mon bateau. Je suis prêt à vous louer
des racks de mon data center. C'est ce que fait AWS. AWS a bâti plein de data centers et a dit, moi les gars, je suis prêt pour 2 centimes de l'heure. Donc, tout le monde dit, 2 centimes de l'heure, c'est une super affaire. Sauf qu'ils en ont loué 1000 et dans un an, il y a beaucoup d'heures et ça leur coûte une blinde. AWS, Amazon Web Services, la plateforme, la division data center de Amazon, gagne littéralement des milliards, une douzaine de milliards par an, juste en créant une plateforme. Alors ça s'appelle, attention, un peu compliqué, hein, désolé, une PaaS. Dès que vous voyez AAS, ça veut dire as a service. Donc PaaS, Platform as a Service. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter un ordinateur, de le formater, de l'installer, de l'alimenter en courant, de le brancher à Internet, plutôt que de faire tout ça, ça c'est de l'achat de produits. J'achète un serveur, je le formate, je lui installe un operating system, je lui mets mon logiciel à l'intérieur, je l'alimente en courant, je l'alimente en Internet, et après je le fais tourner. Ben, au lieu de faire tout ça, je dis à AWS, je vous prends un EC2, c'est le nom d'une référence chez AWS, je vous prends un EC2 à 28 centimes de l'heure, et bing, j'ai accès, pour 28 centimes, j'ai accès à la même chose que j'aurais dû acheter, entretenir, formater, machin chose, c'est ça, la servicisation, et c'est ça, la plateformisation, PaaS, Platform as a Service. Et donc, plutôt que d'acheter tout ça, je vais chez AWS, mais je peux aller aussi sur Google Cloud, je peux aller aussi chez Azure de Microsoft, je peux aller aussi sur OVH, petit français. Je peux aussi aller chez Scaleway, Scaleway beaucoup plus intéressant, c'est la filiale de Free qui fait des data centers, et avoir le même service. Et de la même manière qu'il y a une personne qui achète un cargo et qui dit, moi, je vous loue des places de containers sur mon cargo, de la même manière que, encore une fois, Amazon, pas pour les serveurs ce coup-ci, mais pour des entrepôts, vous dit, ah ben moi, je vous propose mon entrepôt, il est directement connecté au magasin, je vous propose en France, rendez-vous compte, vous mettez votre produit, c'est du B2C, hein, mais peu importe, vous mettez votre produit B2C en vente sur Amazon. Amazon vous dit, j'ai 35 millions de consommateurs français qui viennent tous les mois sur la plateforme Amazon. Vous mettez votre produit sur Amazon, je vous garantis 35 millions de personnes qui vont voir votre produit. Et après, s'ils cliquent pour l'acheter, je le sors de mon stock, je leur facture et je vous donne le montant de la facture, moins ma commission. Pourquoi est-ce que vous allez vous embêter à fabriquer votre plateforme, à fabriquer votre supply chain management, à fabriquer votre e-shop, à faire votre e-boutique, à faire du SEO pour votre e-boutique et à faire tout ce bazar-là, alors que Amazon vous dit, moi, je vous donne 35 millions de consommateurs français. Je parle uniquement de la France, hein. En Europe, c'est bien sûr 7 fois plus. Je vous donne 35 millions de consommateurs qui viennent chez moi tous les jours, tous les mois. C'est ça la plateformisation. Donc, Amazon a réussi à faire une plateforme pour les data centers, a réussi à faire une plateforme pour la vente de produits, et bien d'autres personnes ont réussi à faire des plateformes. Donc, vous avez compris le principe de la plateformisation. Donc, on fait sa plateforme, il y a un investissement, et une fois qu'on a fait cet investissement, eh ben, on va inviter les gens à utiliser notre plateforme. C'est techniquement ce qu'on appelle, désolé si c'est un peu trop compliqué pour tout le monde, c'est techniquement ce qu'on appelle du marketplace. Quand on fait du marketplace, on loue sa plateforme à quelqu'un qui n'a pas fait sa plateforme. Et donc, la loi de la plateforme, c'est la suivante. Soit vous créez votre, et ça c'est bon pour votre entreprise aujourd'hui, soit vous créez votre plateforme, donc vous investissez, et surtout, vous invitez tout l'écosystème à utiliser votre plateforme, gratuitement ou moyennant quelque chose, et vous allez avoir toutes les datas, toute l'intelligence de la plateforme, et vous allez avoir des revenus de votre plateforme. Sinon, vous irez sur la plateforme d'un tiers. Sinon, un de vos concurrents va le faire
Et quand tous les clients vous diront, ah, mais je veux bien vous commander en direct, mais c'est plus simple que vous soyez sur la plateforme de machin, parce que quand je suis chez machin, je commande ça, 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 ça et ça. Je n'ai pas besoin de passer chez vous. Donc, retenez bien cette fois de la plateforme, elle est extrêmement intéressante, d'autant plus quand on a des plateformes, et ça c'est un mot que vous devez apprendre, d'autant plus quand on a une plateforme biface. Il y a des plateformes bifaces, des plateformes trifaces. Je vais vous donner une plateforme triface. Vous êtes prêts? C'est une plateforme où il faut avoir 3 composants. S'il en manque un, la plateforme explose. Donc, Uber Eats. Uber Eats, il faut avoir des restaurants. Sinon, il n'y a pas de bouffe à distribuer. Des dark kitchens ou des vrais restaurants. Il faut avoir des livreurs. Et il faut avoir des clients. Ou s'il n'y a pas de livreur, tu as les restaurants, tu as les clients, tout le monde comprend, il y a 2 heures d'attente. Si tu as les clients et les livreurs, les clients, ils commandent rien parce qu'il n'y a pas de restaurant, donc ils ne commandent rien. S'il n'y a pas de clients, il y a les restaurants et les livreurs, mais ils ne savent pas qui livrer. Donc, c'est une plateforme triface. Ça veut dire qu'il faut 3 composants économiques, des livreurs, des restaurants, des dark kitchens, c'est pareil, et des clients utilisateurs. Donc là, on a une plateforme triface. Une plateforme biface, c'est Uber. Il faut des chauffeurs et des clients qui veuillent se déplacer. On n'a pas besoin d'un 3e intervenant. Et la différence entre une plateforme et l'économie classique, c'est que dans l'économie classique, l'intervenant numéro 1 passe le travail à l'intervenant numéro 2, passe le travail au fournisseur numéro 3, qui passe le travail à l'intégrateur numéro 4, qui passe le travail au distributeur numéro 5, qui passe le travail au client, mais qui vend à quelqu'un d'autre, et au client qui utilise par quelqu'un d'autre. Dans une plateforme, tout le monde est en connexion avec tout le monde. Tu peux appeler le livreur, tu peux appeler le restaurant, tu peux appeler le fournisseur, tu peux appeler, tu es en contact avec tout le monde. C'est la différence entre une plateforme où tout le monde est en contact avec tout le monde et l'économie classique où chaque niveau avait mis des barrières étanches des barrières étanches à l'étage suivant. Quand vous livrez, c'est des B2C, mais quand vous livrez 10 palettes de yaourt chez Carrefour, ben vous ne savez pas qui les achètent. Est-ce que c'est des mamans? Est-ce que c'est des papas? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres? Vous savez que vous avez livré 10 palettes de yaourt à Carrefour. Vous ne savez même pas dans quel magasin ils sont. Vous ne savez même pas si vous avez vendu plus de yaourt à Lille ou plus de yaourt à Grenoble. Vous avez livré l'entrepôt avec 10 palettes et derrière, ils vous disent ben, j'en recommande 5. OK, je livre 5. T'en veux d'autres? J'en veux plus. C'est une boîte noire. Alors que dans une plateforme, on sait qui commande qui à quoi et on a contact avec tout l'intermédiaire. Et notre vie aujourd'hui, elle est largement rythmée par les plateformes, des plateformes domotiques aux plateformes Doctolib, c'est une super plateforme de mise en relation des médecins des patients. Récemment, je vous ai vu dans Doctolib, vous avez l'évaluation du médecin après le rendez-vous médical. Et aujourd'hui, on vous dit, c'est strictement confidentiel, ça reste uniquement pour le médecin. Oui et non. Oui et non. Après, Doctolib va vous proposer des médecins qui sont bien notés, sans vous dire qu'ils sont bien notés. Et puis, dans 5 ans, on va vous balancer la note du médecin directement, comme moi, mon NPS. Kratirov, NPS 68. T'en veux pour tes cours ou t'en veux pas? Ben non, 68, c'est pas assez. Moi, je prends quoi des 72. OK, ben, du coup, je ferai plus. Qui a dit Tinder? Oui, il manque Grindr, mais désolé. C'est genre, c'est très 20e siècle. Donc, il y a plein de définitions, on passe sur les définitions, on s'en moque. C'est ça que je veux vous dire. Si on ne crée pas sa plateforme en invitant l'écosystème, alors on utilisera la plateforme de quelqu'un d'autre. Super, super important de bien comprendre cette petite chose. Plein d'informations, on s'en... Oui, bien sûr. Avec les passes, on a déjà parlé, on passe rapidement. Bien sûr, les voitures, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Je travaille beaucoup pour Renault.
travaille beaucoup pour des sous-traitants de l'industrie automobile. Euh, voilà tout ce qu'il faut connecter dans une voiture. Donc, quand je vous disais ce matin, software is eating the world, la voiture, il faut considérer que la voiture, c'est un logiciel avec des roues autour. Et le problème des fabricants français, c'est que pour eux, c'est un moteur avec des roues et un logiciel pour optimiser le tout. Et quand on voit tout ce qu'il faut connecter à une voiture, franchement, c'est le contraire. Ça, c'est un projet absolument fantastique qui s'appelle le projet Titan. C'est le projet qui a coûté 8 milliards à Apple parce que Apple voulait fabriquer une voiture. Et quand ils se sont aperçus de la difficulté de connecter tout ça et de faire un, entre guillemets, car OS, ils ont jeté l'éponge et ils ont tout recyclé dans le Home OS. C'est plus facile de faire un operating system, désolé pour ceux qui sont un peu perdus dans ces OS, c'est plus facile de faire enfin sur Apple, hein, c'est plus facile de faire un operating system. Et là, en mars, va sortir une salve de nouveautés Apple, dont un operating system pour la maison. C'est plus facile de faire un operating system pour la maison que de faire un operating system pour la voiture. D'autant plus que, ça ne vous aura pas échappé, la maison ne bouge pas, la voiture bouge. Donc, une voiture qui bouge, ça veut dire qu'elle peut rentrer dans n'importe quoi. Donc, l'operating system de la voiture, il doit aussi gérer les éventuels accidents. Ce que fait très bien Tesla. Et le FSD de Tesla, ça veut dire Full Self Driving, conduite niveau 5, complètement assisté, complètement sans rien. Le Full Self Driving de Tesla a accumulé 100 milliards de kilomètres 100 milliards de kilomètres réels avec les 8 caméras pour entraîner le système à rouler mieux. Volkswagen en est à 100 000 kilomètres. Et c'est les plus avancés d'Europe. Inutile de vous dire que Renault, c'est moi bien, vous allez comprendre la valeur de Tesla, inutile de vous dire que Renault n'aura pas d'autre solution que d'utiliser l'operating system, le car OS de Tesla, pour faire rouler ces voitures autonomes. Ils ne pourront pas se payer 100 milliards de kilomètres parcourus pour analyser par une IA. Vous vous rendez compte, 100 milliards de kilomètres par 8 caméras, analysés par une IA pour voir la différence entre un vélo, un renard et un piéton. Ça fait beaucoup, beaucoup de compute et pour ceux qui connaissent, beaucoup de training et très peu d'inférence. En tout cas, c'est ce que c'est faire Tesla. C'est ce qui explique la valorisation de Tesla. Tesla n'a pas de valeur par rapport aux voitures qu'il vend, ça n'a aucun intérêt, mais il a une valeur par rapport au logiciel qu'il possède déjà. Et c'est la même chose pour Amazon. Amazon a fabriqué un operating system. Comprenez bien ce que c'est qu'un operating system. Vous en connaissez quelques-uns, vous connaissez Windows, vous connaissez macOS, vous connaissez iOS et vous connaissez Android. Et il y a plein d'autres operating systems. Quel est l'operating system informatique? Je suis sûr que vous allez répondre. Le plus utilisé au monde, tu as la réponse, Linux, bien sûr, avec plusieurs distributions de Linux, bien sûr, le operating system le plus utilisé au monde. Donc, un operating system, c'est un logiciel qui prend possession de toutes les entrées-sorties et qui va faire tout le travail au milieu. Donc, Tesla a inventé un operating system de voiture qui l'offre gratuitement à qui le veut. Et Amazon a inventé un operating system de magasin, c'est-à-dire qu'il prend une pièce comme celle-là, il installe 15 caméras, reconnaissance faciale, lecteur de QR code à l'entrée, des étagères qui pèsent les produits, le logiciel Amazon Go, et roule. Tu as un magasin, tu n'as pas besoin de vendeur, tu as juste besoin de robots qui remettent les produits quand les étagères se lève et l'analyse du visage de la personne, l'analyse de la main, l'analyse du poids quand on enlève un produit et on part sans payer. Et c'est un operating system de magasin. Et Amazon offre cet operating system de magasin dans une version que là vous avez ici qui s'appelle Just Walk Out. Donc le nom officiel c'est Amazon Go. C'est un operating system de magasin. On peut l'installer n'importe où. Il faut 10 caméras, il faut un petit matos, mais après le magasin, il fonctionne sans personne et ça facture tout seul. Bien sûr, ça facture sur
compte Amazon. Et Amazon a offert son système Amazon Go à cette entreprise-là, qui s'appelle Just Walk Out. Il l'installe dans tous les lieux de concert et de sport où il y a plus de 10 000 personnes. Et en installant un magasin Just Walk Out, vous avez la vidéo, si vous voulez la voir, on ne va pas la regarder, c'est un peu long. At a recent 21 Pilots concert at Planet Edge Arena in Seattle, these Ça nous explique, vous regarderez la vidéo, ça nous explique qu'avec Just Walk Out, les ventes du magasin pour les concerts et les matchs de foot ont doublé. Parce qu'entre deux pénaltys ou un arrêt de jeu, tu peux courir, tu sais que tu rentres en scannant un truc, tu prends ta bière et ton truc et tu sors. Et il n'y a pas que, parce qu'il n'y a pas de caisse. Ouais, voilà, donc tu es débité quand tu sors et donc ça a doublé les ventes. Donc si on arrive à faire ça un peu partout, c'est la fin des distributeurs automatiques tout pourris et le début d'une vraie nourriture un peu plus intelligente. Et ce sont donc, vous comprenez, des plateformes logicielles, mais des plateformes qu'après on peut vendre à tous les Carrefour de France, qu'on peut vendre à tous les... Donc Monoprix a fait un test à Clichy, Carrefour a fait un test à Évry, et avec Amazon Go, et les tests sont extrêmement bons. Autre plateforme extrêmement importante, WeChat. L'histoire de WeChat est extrêmement intéressante. Vous voyez très bien que les Chinois ont copié quelque chose aux Américains, ça c'est visible, mais le génie des Chinois, c'est que maintenant qu'ils ont copié, ils se sont dit, on va faire mieux. Le temps moyen passé sur WeChat, c'est 5 heures par jour. 5 heures par jour, mais c'est normal. Dans WeChat, il y a Tinder, Instagram, Grindr si on veut, si on est vraiment chaud. On a X dessus, il y a la banque, il y a les messages, bien sûr, il y a les taxis, il y a tout. Les taxis, le Uber chinois s'appelle Didi. Et si vous voulez appeler un Didi, vous pouvez l'appeler que dans WeChat. On ne peut pas appeler Didi ailleurs que dans WeChat. Il y a Uber Eats dedans, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai une question par rapport à Amazon Go. Ouais. Si on n'a pas l'application Amazon Go, si on n'a pas mis nos informations bancaires sur Amazon Go, on ne peut pas aller chercher la bière. Alors, pour Amazon Go, il fallait effectivement le compte Prime pour aller acheter ses produits chez Amazon Go. Oui, ça adapte. Mais pour Just Walk Out, tu as une appli à charger avec un QR code à l'entrée, et tu télécharges l'appli, tu connectes ton compte, et là, tu peux faire des comptes. Ok. Et il y a forcément un portail pour vérifier l'entrée. Oui, oui. Là, j'ai juste un escalader de portique, j'ai pas de compte. Je vole quelque chose et je pars. On va avoir ta photo en multi-angle. Voilà. Ouais, mais non, mais effectivement, mais si tu escalades le portique, tu peux voler ce que tu veux. Donc, WeChat, retenez ça, c'est hyper important, appartient à la boîte qui s'appelle Tencent, 10 centimes. Et grâce à WeChat, qui est l'application la plus utilisée au monde en termes de temps et qui est la plus rentable du monde, parce qu'ils prennent des coms sur tout, WeChat, c'est un mini Apple, ils prennent des coms sur tout. Quand vous prenez un taxi par Didi, il y a 5% qui vont à WeChat. Quand vous prenez de la bouffe sur Deliveroo chinois, je ne connais pas le nom, ou quand vous regardez une vidéo sur Bilibili, Bilibili c'est le YouTube chinois, quand vous regardez une vidéo sur Bilibili, vous donnez, dans WeChat, vous donnez une com à WeChat. Donc WeChat, c'est l'application la plus rentable du monde, sur laquelle on passe le plus de temps au monde, et Tencent, la boîte qui a des jeux vidéo, mais aussi WeChat, est la 9e entreprise la plus riche du monde. La plus capitalisée, la plus riche, avec la meilleure EBITDA. Vous vous rendez compte? Grâce à une app, et cette app, elle est limitée à Chine, Inde, Indonésie. Bon, ça fait 4 milliards de personnes, mais elle est limitée à 3 grands pays, et c'est la plus grosse app du monde, la plus rentable. Et le vœu de notre cher, ou pas cher, Elon Musk, c'est de faire la même chose avec X, que de transformer X en super app, en everything app, et d'avoir, c'est dans les tuyaux, d'avoir un système de paiement dans X, et d'avoir, il y a déjà Grok dans X, une excellente IA que vous conseillez d'utiliser, il y a déjà Grok dans X, et il y a déjà des vidéos, bien sûr, il y a tout ce que vous voulez dans X, et Elon Musk compte y ajouter d'autres choses aussi.
On revient un petit peu dans l'aviation. Voilà la première compagnie d'aviation au monde. C'est elle qui achète le plus de Airbus au monde. Donc, vous voyez qui c'est. Et petite réflexion. Vous voyez ce monsieur, il s'appelle Xavier Lagardère. Il n'a rien à voir avec le Lagardère qui s'est fait manger par Plumet, mangé par Bolloré. Donc, ce Lagardère, il bosse chez Lufthansa Innovation Hub. Et il a fait une analyse pour savoir, et vous allez voir le résultat de l'analyse dans la slide suivante, donc ne la regardez pas si vous l'avez sous les yeux, et il a fait une analyse pour savoir quel était le principal concurrent de Lufthansa. Et la réponse est assez étonnante, mais quand on la connaît, c'est pas si étonnant que ça. Il dit, voilà, le principal concurrent de Lufthansa, c'est Zoom. Et Zoom, alors l'histoire de Zoom est très intéressante. La capitalisation boursière de Zoom est égale à la capitalisation boursière des 15 premières compagnies aériennes mondiales. Alors l'histoire de Zoom est intéressante. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Wang, non, Eric Yuan, comme le yuan chinois, Eric Yuan. Il était chef de produit vidéo chez Cisco. Cisco, pour ceux qui connaissent, c'est une grosse boîte bien ancienne. Et ils avaient un produit de visio qui s'appelait Webex, une pourriture totale. Donc, le gars, il est chef de produit Webex. Il dit à son staff, c'est quand même dommage d'avoir Webex, ce serait bien d'avoir un nouveau système de visio un peu plus moderne, un peu plus rapide, un peu plus cool, un peu plus facile. Et on lui dit, non, ta gueule, Webex marche très bien. Il part et il fait Zoom et ça fait ça. Aujourd'hui, la capitalisation a beaucoup baissé de Zoom, on n'est plus à 151 milliards, 27. Il y a Teams maintenant. Il y a Il y a toutes les autres plateformes maintenant. Oui, Teams, j'avais compris. Teams, il y a Teams maintenant. Mais à un moment, cette slide était vraie, aujourd'hui elle n'est plus vraie, mais je la garde toujours parce que ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est Lufthansa qui l'a faite. Donc elle exprime quelque chose. Moi, ce que je veux vous faire imaginer derrière, c'est vous êtes Air France, vous êtes Lufthansa, vous êtes n'importe qui. Vous voyez ça. Qu'est-ce que vous faites? La réponse de toutes les airlines, c'est ben, Air. Rien. Moi, si je vois ça, je me dis, au lieu de vendre 10 balles la place à droite, 15 balles le bagage cabine, 55 balles le bagage machin, je vais vendre, j'appelle ça Air France, j'appelle ça Air Zoom, et je vends des accès connectés aux gens qui rentrent dans les avions. Et donc, vous prenez pour 10 balles de plus sur votre billet, vous avez droit à une file prioritaire, vous rentrez directement. Au lieu d'attendre dans l'aéroport, vous avez une cabine avec du gros Wi-Fi qui fonctionne très bien et vous continuez vos calls dans le hall de l'aéroport. Et ensuite, vous montez dans l'avion et vous avez un siège spécial avec des écouteurs et avec un truc et vous continuez vos visios sans gêner votre voisin et vous continuez votre visio pendant tout le vol. Là, au moins, c'est une réponse à Zoom et le concurrent. OK, ben, nous, on va concurrencer Zoom. Aujourd'hui, la réponse des compagnies aériennes, c'est ben, on ne fait rien. Oui, mais aujourd'hui, rien faire va finir par coûter cher à un moment donné. Donc, il faut faire des choses pour ne pas devenir Kodak, pour ne pas devenir Nokia, pour ne pas devenir autre chose. Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Tesla, ne dites pas Car Company, parce que ce n'est pas ça. Ah, robotique, pas mal avec software. Ah, pas mal. Pas ça. Et SpaceX is. C'est pas Space, bien sûr, compagnie. Une pensée pour Sophie Adno qui vient de s'arrimer à l'ISS. Spatial Company, non, c'est trop évident. La réponse est Tesla is an electric company. Électrique parce que ils vont alimenter les grids avec les voitures. Tu charges ta voiture quand il fait soleil, tu rentres au bureau, gratos, avec le soleil, tu rentres chez toi, tu plugues ta voiture à ta grid de ton voisinage et tu redonnes de l'énergie à ta maison pour faire la machine à laver, à ton voisin qui a un panneau solaire qui ne marche pas,
et inversement, quand ta voiture a besoin, bah, l'éolien de ton voisin vient charger ta voiture. Donc l'idée, c'est Tesla is an electric company et SpaceX is a telecom company. Starlink, c'est de la télécom qui bientôt, alors réfléchissez à ça aussi, je vous mets sur des pistes de réflexion. Les nouveaux satellites Starlink vont donner directement sur Terre, donc ils sont en low Earth orbit à 500 km, ils vont donner directement sur Terre. Je n'ai pas capté la technologie, hein, mais ça existe. Ils vont donner directement du Wi-Fi sur Terre. Donc tu sors dans la rue, tu n'as plus de carte SIM, tu n'as plus rien du tout, tu mets ton Wi-Fi, Starlink, tu as du Wi-Fi partout dans la rue. Donc si tu as du Wi-Fi chez toi, au bureau, dans la rue, à quoi te sert ton opérateur téléphonique avec un 06? Donc le 06 va devenir un peu comme le 04, le 01, les lignes filaires qu'on avait dans le temps et qui n'existent plus aujourd'hui. On ne peut même plus en acheter aujourd'hui. C'est embêtant pour des personnes âgées qui ne savent pas s'en passer. Le 06 va devenir comme le 01 ou le 04 d'antan. On n'aura plus besoin d'un 06. On aura juste un WhatsApp connecté à ce qu'on veut ou n'importe quel autre logiciel de télécommunication. Donc, voilà, c'est pas pour demain, attention. Hein. Oui, ça fonctionne là, déjà. Alors, on passe rapidement. Amazon fait de gros efforts dans le médical aussi. Vous avez le chiffre d'affaires de vos boîtes en tête à l'année, de tous à 2, 3, 10 milliards, qui est à plus de 10 milliards par an, 1 à plus de 10 milliards par an, 2 à plus de 10 milliards par an, 3 à plus de 10 milliards par an. Non, chiffre d'affaires. Plus de 100 milliards? C'est quoi ton chiffre d'affaires? 14 milliards? Super. Tout ça, c'est que... J'ai bien négocié. Écoutez-moi bien, Alibaba fait en un jour, le 11 novembre, je dirai pourquoi après, le 11 novembre, Alibaba fait en un jour 100 milliards de chiffre d'affaires. 100 milliards en un jour. Le 11 novembre. Le 11 novembre, chez les Chinois, c'est le jour du célibataire. Le jour des célibataires, c'est le jour où les célibataires se font des cadeaux à eux-mêmes. C'est complètement inventé par Alibaba. Et ils se sont dit, le 14 février, les amoureux se font des cadeaux, c'est génial, ça fait du chiffre. Mais il y a plus de célibataires que d'amoureux, il faut trouver un truc pour les célibataires. Et donc, ils ont inventé le Single Day, le jour des célibataires, le 11 novembre. Pourquoi le 11 novembre? Parce que c'est 1, 1, 1, 1. Bon, c'était joli. Et ils ont dit, voilà, le 11 novembre, ce sera le jour des célibataires. Et ils ont fait 100 milliards en un jour. Ils ont fait des promos sur tout. Donc, je ne vais pas développer, mais il y a beaucoup à dire sur Alibaba, AliExpress, Temu, Shein. Beaucoup moins, mais au moins 100 milliards de chiffre d'affaires. Et bien sûr, il y a des retours. On perd le chiffre d'affaires. Même réflexion entre Netflix et Disney. Netflix était un loueur de CD. Et ils sont passés de loueur de CD à... Là, ils sont en train d'acquérir autre chose, à géant du divertissement. Ils sont plus gros que Disney, alors qu'il y a 10 ans, ils envoyaient des CD par la poste dans des enveloppes rouges. Et ils ont dit, on va envoyer des CD avec des films, on va essayer de dématérialiser les films, on va dire aux gens, on vous envoie pas le CD, mais on vous envoie, le mot streaming n'existait pas, on vous envoie un accès. Tout le monde a dit non. Bon, le seul moyen, c'est de faire nos propres séries. Et vous savez ce qui s'est passé après. Le patron de Netflix s'appelle Reed Hastings. Et Reed Hastings, il a écrit un bouquin fantastique que je vous conseille de faire lire à vos DRH qui s'appelle Rules, No Rules. Donc la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Comment est-ce qu'on pose ses vacances chez Netflix? On ne les pose pas. On prend des vacances. Il n'y a pas de compte de vacances. Comment est-ce qu'on fait les augmentations de salaire chez Netflix? Tu demandes ce que tu veux. Quelle voiture de fonction tu peux prendre chez Netflix? Ce que tu veux.
Quelle note de frais maximum a été remboursée par Netflix? 5 000 euros un déjeuner à deux, avec du Pétrus et du machin. Remboursé. Mais monsieur, elle prend quelle forme la régulation? Pas de régulation. Ouais, mais alors, Attention, la règle pour le licenciement, c'est qu'il n'y a pas de règle. je sais que tu travailles américain. Mais ils se sont aperçus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se sont aperçus que quelqu'un qui revenait de vacances travaillait 2 fois mieux, avait 2 fois plus d'idées que quelqu'un qui n'était pas parti en vacances. Donc, on a intérêt à faire partir les gens en vacances, parce que alors, pas 3 mois, il y a plus de job qui se fait, mais à faire partir les gens en vacances, que pendant les vacances, ils ont des idées brillantes et quand ils reviennent, ils sont plein d'idées, plein de trucs et plein de machins. Donc, c'est intéressant pour la boîte et la boîte fonctionne très bien. Hein. Et quand tu fais un dîner à 4 000 balles, mais que pour 4 000 balles, tu signes un Squid Game ou tu signes un truc incroyable avec un auteur incroyable et que ça rapporte, je ne connais pas les chiffres de cette industrie-là, mais 2, 3, 4, 5 millions, bah vas-y, le déjeuner à 5 000, il passe tranquille. Maintenant, si tu fais que des déjeuners à 5 000 et que tu signes jamais rien et que tu es une cruche, bah, t'en fais un, t'en fais pas deux. Mais du coup, les actionnaires, ils ne râlent pas les actionnaires en voyant ça parce que Parce que le cours de l'action fonctionne mieux. parce que Netflix, ça n'a pas été tout rose financièrement et bah, je crois que les actionnaires, ils se disent au bout d'un moment, il faut arrêter. Je trouve que les actionnaires n'ont pas trop de poids, tout comme ceux d'Amazon n'ont pas de poids sur Amazon. Si vous voulez faire une lecture très intéressante, lisez de Jeff Bezos, Letter to Shareholders, la lettre aux actionnaires. Il en a fait 15. Et pendant 15 lettres, il dit aux actionnaires, je ne vous donnerai pas de thunes, je ne dépenserai pas d'argent pour payer les actionnaires, je vais tout mettre chez les consommateurs parce que la philosophie d'Apple, c'est d'être customer obsession et je ne suis pas du tout shareholder obsessed, je suis customer obsessed, donc vous n'aurez pas de dividendes, il n'y aura pas de distribution et je mets tout dans les consommateurs. Lisez les lettres, hein, il écrit vraiment ça aux actionnaires et les actionnaires disent, bon, bah, on va attendre. Mais comme l'action a fait fois 200, 300, tu n'avais pas de dividende, faites autre chose là. Vous êtes ailleurs. Comme ça marche bien, ah, vous êtes sur le cours de négociation. Avec moi, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail en dehors, il n'y a pas de travail en dehors du cours. Est-ce que vous pensez qu'ils sont concurrents, ces deux-là? Après mon cours, vous devriez dire oui, parce que bien sûr, techniquement, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas un composant en direct, il y en a un qui vaut 5 000, l'autre qui vaut 500, il y en a un qui dure 5 ans, l'autre qui dure 50 ans. Ça n'a rien à voir. Au niveau de l'image, les gens qui achètent le Monex, c'est peut-être pas dit. Ah ouais. La seule chose que je veux vous dire, parlons de chiffres. Vous êtes pour la data ou contre la data? Parlons de chiffres. 5 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards de chiffre d'affaires. Et attention, industriellement, ça n'a rien à voir. D'un point de vue fabricant, ça n'a rien à voir. Mais pour un utilisateur, ben quand il a ça, il n'a pas une Rolex en plus. Donc pour l'utilisateur qui commence à utiliser une Apple Watch et qui s'aperçoit qu'il a son sommeil, sa santé, ses pas, son taux d'oxygène dans le sang, sa température au réveil, sa qualité, enfin bon, plein d'indicateurs, plus plein d'autres choses qui est le job to be done d'une Apple Watch, enfin, d'une montre connectée par rapport à un smartphone. Je vous rappelle que les montres connectées, c'est un excellent antidote contre ça. C'est que quand vous avez une montre connectée, vous n'avez plus besoin du téléphone. Vous ne regardez plus votre téléphone que quand c'est un truc important, et là, vous prenez le téléphone pour répondre à un truc. Vous ne prenez pas le téléphone toutes les 10 minutes pour dire il y a truc, il n'y a pas de truc, il y a truc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc. Donc, chacun voit ça comme il veut. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que pour un industriel, ça et ça n'a rien à voir. Pour le client, pour un consommateur, ça a à voir. Et la seule chose que je veux vous dire, c'est que Rolex, qui est une très très belle industrie que je respecte, avec des très très belles montres, des très beaux mouvements, le rotor de Rolex est un des plus beaux rotors qui existent, c'est ce qui remonte les montres automatiquement. Rolex est une magnifique entreprise, c'est le plus grand manufacturier et le plus grand horloger du monde.
c'est absolument magnifique. Mais ce que je reproche à Rolex, c'est la myopie de ne pas avoir, de ne pas avoir, de ne pas voir la digitalisation possible, parce que ceux qui connaissent les Rolex, à l'intérieur du bracelet Rolex, sans toucher la boîte, sans toucher le mouvement, sans rien toucher, à l'intérieur du bracelet Rolex, tu peux mettre 15 capteurs. Tu peux mettre un capteur de pas, un capteur de glycémie, un capteur de taux d'oxygène dans le sang, un capteur de ce que tu veux, un capteur de sommeil, sans abîmer la Rolex. Tu peux simplement adapter ton produit ancestral au goût du jour. Et si tu ne le fais pas, ce dont j'ai peur, c'est que ce qui est arrivé il y a 30 ans, vous ne l'avez pas vu arriver, vous, la Swatch en plastique à 15 euros. Ce n'est pas 15 euros à l'époque, mais la Swatch en plastique à 15 euros. C'est quoi la promesse de Swatch? C'est une montre Swiss made en plastique à quartz à 15 balles. Toute l'industrie horlogère suisse dans les années 90 s'est pété de rire, même 85, s'est pété de rire en disant ben, c'est des gadgets, c'est des flic-flacs. Ça va tenir 3 semaines, 1 mois, dans 1 an, on ne va plus parler. Regardez aujourd'hui sur Internet Swatch Group. Ils ont racheté la plus vieille horlogerie mondiale Breguet, ils ont racheté Vacheron Constantin, ils ont racheté Omega, la montre de James Bond, ils ont racheté quoi encore Blancpain, les meilleures montres de plongée, ce qui leur permet aujourd'hui de faire des collabs, Swatch Omega, c'est tout la même maison, Swatch Blancpain, et la Swatch Blancpain pour 350 balles, c'est une très très belle montre en plastique, mais avec un mouvement automatique, avec des couleurs très sympas, très beau cadeau à vous faire à vous-même. Ou à faire à la personne que vous aimez bien, une Swatch Blancpain. Donc, l'industrie suisse s'est fait avoir une première fois dans les années 90 par Swatch en ne croyant pas au plastique et au quartz. Et là, ils vont se faire avoir une deuxième fois parce que dans quelques années, le CA de Apple Watch sera supérieur au chiffre d'affaires de toute l'industrie suisse. Toute l'industrie suisse, c'est 12 milliards. Et Apple Watch, aujourd'hui, on est à 8 milliards. S'il lance 2 nouveaux modèles, s'il se chauffe un peu sur 2 innovations, il passe ses 12 milliards. Donc ça veut dire qu'Apple Watch, à lui tout seul, va être plus gros que toute l'industrie horlogère suisse. On est toujours d'accord que ce sont des produits totalement différents. Une Rolex, ça dure 100 ans, une Apple Watch, 5 ans. Ça n'a rien à voir industriellement. On ne les met pas dans le même contexte. Niveau utilisateur, une Rolex, ça se met au rendez-vous d'affaires. Pendant un certain temps, si pas tout moi, je peux dire, si tu vas dans un rendez-vous d'affaires aux États-Unis avec une Rolex, il faut bien avoir une Apple Watch. C'est seulement valide pour les gens qui achetaient des Rolex avant l'arrivée des montres connectées. Oui. Si vous n'achetez pas des Rolex avant, donc vous connaissez les GAFA, pas la peine de vous dire ce que c'est. C'est typiquement européen, GAFA. Les Américains préfèrent utiliser Big Tech ou Max 7, Magnificent 7. C'est comme vous voulez. Voilà des petits logos. Voilà une espèce d'historique. Les GAFA, et ça rejoint la slide du début qui était disruption, ubérisation, tycoonisation. 2000, les GAFA plus Microsoft, Salesforce, Nvidia sont venus disrupter l'industrie mondiale. 10 ans après, les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, plus Booking, Expedia, etc., sont venus ubériser les GAFA. 2020, les BATX, plus ByteDance, plus TikTok c'est ByteDance, plus BYD, plus tout ce que je dis tout à l'heure, Tencent, Xiaomi, Alibaba, Baidu, c'est le Google chinois, sont venus tycooniser les NATU. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Alors, on a une réponse française, vous devez réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer après. On a une réponse française. Est-ce que vous connaissez les calls? Bien joué. Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH. Et on rajoute Chanel aussi, les calls C. Donc ça, c'est une réponse à la française. Mais à la question qui disrupte, on peut dire peut-être les GOMAX. Les GOMAX, c'est toutes les industries de l'IA. Donc Google, OpenAI, Anthropic, XAI et le M, j'ai oublié qui c'était. Mistral, monsieur. Il n'y a pas de DeepSeek. Il n'y a pas de DeepSeek qui est arrivé un peu après. On pourra ajouter DeepSeek, on pourra ajouter ZAI, qui est un autre chinois, Qwen, qui est le modèle d'autres personnes, etc.
Eh bien, on fait la pause. Vous avez pu remplir le quiz en même temps? Oui. Vous l'envoyez maintenant? Non, non, non. Pause. On ne voit pas le quiz. Attends, je vous le dirai. Ah, si vous avez tout fini, vous l'envoyez. Alors, on fait la pause 15 minutes. Cette journée.